Bon midi, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de Quai Marina Live en édition Studio sans contact, une émission qui vous propose à chaque semaine d'aller dans toutes les directions et comme vous le savez, disponible sur Facebook, sur Quai Marina Flashback. Aujourd'hui, notre deuxième invité viendra nous parler du métier de photographe, une profession qu'il connaît très bien, l'ayant pratiqué durant 45 ans, dont 33 au Journal de Montréal, dans la section sport. Nous serons donc en compagnie de Pierre-Yvon Pelletier. Mais tout d'abord, pour ouvrir l'émission, nous allons aborder et définir les étapes d'un concours culturiste. Et rien de mieux qu'une athlète expérimentée en la matière pour en discuter. Voici donc quelques conseils, alimentation également. Et pour la chronique Santé Mieux-être, la toujours souriante, mais quelque peu déçue, Sonia Quintin. Bonjour Sonia. Salut. Ça va bien? Ça va bien. Moi, je commence avec la question comment ça va? Mais je dois dire d'entrée de jeu que tu vis une certaine déception, pour ne pas dire une déception certaine. Pour situer les gens, samedi dernier, tu aurais eu une compétition, la 5e ou 6e de ta carrière en culturisme. Et aujourd'hui, nous aurions été censés parler des résultats, de ton expérience et peut-être de ton titre. C'était la classique naturelle Popeye. Mais là, on est dans l'expectative. Je veux dire, on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir et ça soulève une grosse question. Est-ce que tu continues ta diète stricte? Écoute, j'en ai discuté avec mon coach. C'est sûr que la classique naturelle n'est pas encore officiellement cancellée. Donc, psychologiquement, j'ai beaucoup de difficultés à abandonner d'emblée. Je me dis, tant qu'elle n'est pas officiellement cancellée, je continue ma diète, je continue mon entraînement. Parce que tu arrivais à terme. Ah, ben là, c'est ça qui est frustrant. J'étais tout proche. J'étais prête à 2 semaines de... Exact, tout à fait. Là, ils l'ont repoussé au 14 novembre. Ben oui. Donc, est-ce qu'elle va avoir lieu avec... c'est parce que ça regarde mal, là, avec toutes les ondes qui viennent rouges, la fermeture des gyms et tout ça. Donc là, c'est les trainings à domicile, Est-ce que ta déception vient du fait d'avoir fait, comme on dirait, des efforts pour rien ou d'être passé à côté d'un autre titre? Je m'attends jamais, j'ai jamais d'attente par rapport au titre, en fait. Par contre, c'est plus tout le travail. Ça fait 3-4 mois, bientôt 4 mois que je travaille fort pour pouvoir amener le meilleur package possible sur le stage. Et là, d'arriver tout près du but, me dire, ben là, regarde, finalement, je monte pas. Ben écoute, mais tu sais, je me dis, il y a des choses pires que ça, là. J'aurais été en shape tout l'été, puis j'aurais eu des beaux shootings photos. Mais là, est-ce que tu décides de continuer une diète stricte en te disant peut-être que ça sera le mois prochain, ou dans ton idée, ça ne sera pas le mois prochain, puis je continue. On mange des cornets? Je continue. Tu continues? Ouais. Rendu là, Je continue parce que je me dis, si elle n'est pas cancellée, finalement, puis qu'elle a lieu, non, je vais aller jusqu'au bout, je vais attendre que. En parlant d'annulation, je veux dire, là, il y a des abandons carrément. Il y en a beaucoup. Il y a personne comme spectateur. Si jamais ça a lieu, disons, là, hypothétiquement, ça aurait lieu le 17 novembre. Je veux dire, le 14. Ben, c'est sûr, comme je discutais avec mon coach, il dit, écoute, dans quelles conditions également? Tu sais, il dit, à un moment donné, il y en a eu une à Toronto la semaine passée. Il y a eu beaucoup de personnes du Québec qui ont été. Écoute, c'est sûr qu'il y a des mesures de prévention qui sont prises, le show plus long parce qu'ils désinfectent en chaque catégorie, les coachs ne peuvent pas être backstage, il n'y a pas de public. C'est sûr que ça serait dans des conditions vraiment pas idéales. Donc, pas facile. Tu sais, je me questionne à me dire, c'est parce que là, ma prep est finie. Tu sais, j'arrive. Si j'abandonne maintenant... Sur le plan personnel, tu as quand même ta satisfaction d'avoir été au bout de ce que... Donc aujourd'hui, les étapes d'un concours culturiste, je pense que la première étape, c'est l'inscription, puis de savoir c'est quoi tes objectifs. Oui, ben là, je vais vous parler de la préparation de compétition, puis je vais également vous expliquer le grand jour, le jour de la compétition, ça ressemble à quoi pour un athlète, là, backstage, puis toutes les différentes procédures. Je vais vous donner des conseils au niveau de la diète et de l'entraînement aussi. Parce que ça se fait en 3 temps de préparation de compétition. Normalement, si on a une idée de faire une compétition, on va se dire un 3 à 4 mois en moyenne. C'est sûr qu'il y a des athlètes qui sont tout le temps à l'année en shape, on pourrait les sécher puis ils pourraient monter demain matin. Là, quand je vous parle de 3-4 mois... Moi, j'aime ça les sécher. Oui, les déshydrater et puis ils seraient prêts à monter. Tout dépendant du muscle, de notre shape, c'est ce qu'on veut travailler pour amener le meilleur package possible. En théorie, un 3 à 4 mois, c'est bon pour pouvoir pour arriver à un bon résultat. Il ne faut pas oublier non plus, j'ai 3 à 4 mois, mais il y a des compétitions naturelles, puis il y a des open. Donc, dans les compétitions naturelles, il y a des tests antidopage. Dans les open, il n'y en a pas. Donc, pour ceux qui prennent des produits, évidemment,
Le gain de masse peut se faire un petit peu plus facilement, sécher, tout et tout. Le jour de la compétition, il ne faut pas oublier que c'est le moment où l'athlète atteint son pic au niveau de sa forme physique. Oui, c'est ça. De l'année, voire même de et mental, je veux dire, c'est le bonheur. Ah, tout à fait. Ça, la délivrance aussi. Je vais avoir une question tantôt qui va te faire rire là-dessus. C'est sûr que là, il y a une bonne préparation qui s'impose avec un suivi au niveau du coach sur une base rapprochée. Donc, on change normalement notre diète, notre plan d'entraînement une fois par mois. Personnellement, mon coach, je le vois aux 2 semaines. Donc, 2 semaines, on change le programme. 2 semaines après, on change la diète, le programme, la diète. Mais tu n'as pas un entraîneur qui te suit à chaque entraînement? Non. OK. Non. Je suis assez outillée. Ben, tu sais, il va me montrer mon training, mon nouveau training avec moi. Mais après ça, je pars et je le fais moi-même. Donc, ça se fait en 3 temps. Prise de masse. Ensuite, il y a une sèche qui s'ensuit. Puis après ça, notre fameux peak week qui est 1 semaine avant le grand jour de la compétition, que je vais vous expliquer un petit peu ça ressemble à quoi. Fait que là, je décide de faire une compétition, on est 3-4 mois avant. Qu'est-ce que je fais? Je commence par une prise de masse. Qu'est-ce que c'est une prise de masse? Mais ça ne veut pas dire que tu manges n'importe quoi. Exactement. Une prise de masse, c'est une prise de poids au niveau musculaire. Plus de protéines. C'est aller faire construire du muscle. Okay? Quand on fait une prise de masse, généralement, c'est légèrement accompagné d'une prise de graisse, malheureusement, qui est difficile qui est inévitable. Ouais, mais ça sera pour plus tard. Oui. Sauf si ça fait de façon naturelle versus pas naturelle. Évidemment. Il y a des produits qui peuvent aider. L'alimentation, ça va être la clé dans une prise de masse. Okay? C'est sûr que notre apport calorique quand on est en sèche versus quand on est en prise de masse, c'est pas la même. Il faut que nos apports caloriques soient supérieurs à celles brûlées. Donc, on veut être en surplus calorique. Okay? On veut des calories abondantes en quantité, mais on les veut surtout en qualité. Ben oui. Donc, c'est pas parce que là, il faut que je mange plus, que là, il faut que j'aille chez McDo, il faut que j'aille manger un paquet de scrap, comme on dit. On veut manger des bons aliments sains. Là, je dirais spécialement chez la femme. Parce que l'homme qui s'entraîne en force et pour prendre du muscle, peut-être qu'il va prendre un petit peu plus de gras, qu'il va perdre après, parce qu'il veut vraiment grossir, tandis que toi, tu veux rester féminine. Toi, c'est pas d'avoir l'épaule grosse comme ça qui est important, c'est d'avoir une symétrie. C'est sûr que dans ma catégorie, ce qu'ils recherchent beaucoup au niveau de l'esthétique, c'est le fameux X-frame. Donc, un beau cap d'épaule, la taille la plus petite possible, avec une bonne fesse. Ouais. On veut avoir le fameux X-frame, tant recherché. Donc, au niveau de l'alimentation, ça va être des hydrates de carbone, des protéines, des bonnes sources d'acides gras essentiels, des vitamines. Tu vas dans quel pourcentage quand tu es en prise de poids? Voilà, c'est ça que je vais t'envoyer une idée comme ça. Arnold Schwarzenegger, qui est un des précurseurs qui a tant fait progresser la cause du culturisme, lui, sa diète, c'était 60% protéines, 30% d'hydrates et 10% de bons gras. Plus de protéines que de glucides pendant le prise de masse? 60% de protéines, 30%. Je pense qu'il faisait ça tout le temps, lui. OK. Parce que normalement, les apports caloriques, on va les monter de 20 à 50%. Oui. Et certains culturistes vont les monter jusqu'à 75%. On parle des plus gros. Quand on est en prise de masse, normalement, notre assiette est faite de glucides, de protéines, de lipides. En prise de masse, ça va être normalement 50% de glucides versus 30% de protéines versus 20% de lipides. Ce qui nous fait notre 100%. OK? Les glucides vont être privilégiés. Donc, on y va, quand je te parle de glucides, je te dis quinoa, patate douce, riz basmati, c'est le fun, jasmin, des trucs comme ça. Oh oui, on aime ça des glucides. Ce qu'il faudrait, c'est faire cette partie-là de l'entraînement de l'étape du culturisme, puis après ça, gâcher. Ça serait pas pire, mais c'est le fun quand on se va sécher, on voit nos petits muscles sortir après. C'est sûr. Les protéines, on va parler de viande blanche, de viande rouge, mais maigre idéalement. Donc, on parle de bison, de cheval, ces choses-là. Poisson, des œufs, etc. Pour ce qui est des lipides, on parle de bons gras. Donc, l'avocat, l'huile d'olive, les noix, le jaune d'œuf pour un gras également. Et il ne faut pas négliger nos fruits et nos légumes. Donc, quand on parle de légumes, notre assiette devrait toujours être constituée d'au moins 70% vert au niveau des légumes. Oui. Ouais. Ils ont plus de fibres. Pas facile. Ça, c'est ce qui concerne l'alimentation pour une prise de masse. On s'entraîne comment en prise de masse? On ne s'entraîne pas de la même façon que quand on les séries de 8, un peu plus pesant. On a quand même plus de temps, qui commence à connaître. Plus de temps entre les séries. On va augmenter la fréquence hebdomadaire. Hein?
ça va être 4 à 5 fois semaine au moins d'entraînement. Okay. On n'ira pas faire une prise de masse en s'entraînant 2 fois par semaine. Tandis que quand tu es dans ta diète sèche vers la fin, tu t'entraînes moins? Ben là, c'est ça. Okay. Pendant la prise de masse, on va augmenter l'intensité. Okay? On va être plus intense que possible. Donc, on veut mettre de la charge, on veut pousser, on va aller vraiment construire le muscle. On va aller toucher tous les groupes musculaires. Donc, même si vous avez un beau cap d'épaule, vous dites pas, ben, moi, je ne fais pas d'épaule. On les travaille tous pour une compétition. Par contre, si vous voulez travailler plus vos quads ou certains muscles, ben là, vous pouvez la rajouter 2 à 3 fréquences dans votre semaine. C'est à vous de voir. Vous le construisez avec votre coach, là, vraiment aller cibler vos points que vous voulez travailler. Mais on va travailler vraiment en intensité, en prise de masse. Donc, on fait ça pendant 3-4 mois. Ça, c'est plus facile. Ouais, ça, c'est la partie du fun. On pousse, on mange plus. Là, on va commencer notre sèche. Parce que là, notre prise de masse, on a fait nos gains. Là, on va aller... Le but d'une sèche, d'aller perdre le surplus gras qu'on a pris pendant la prise de masse. Quand tu embarques sur ta période dite sèche, est-ce que cette transition-là se fait tranquillement ou tu arrives puis bang, on embarque? Ben là, tranquillement, le coach, il va baisser les calories. Mais fais ça tranquillement pour pas qu'il y ait de choc. Oui, c'est autant, ça. Mais tu sais, c'est pas tant drastique que ça. Là, non, c'est ça. Je sais pas tant de grammes de glucides, on les diminue, puis tranquillement. De toute façon, tout dépendant du métabolisme aussi, parce qu'il y a des shakes qui répondent vraiment vite. Moi, j'ai un métabolisme ultra rapide, donc je brûle facilement. Et là, ça m'amène à dire qu'une sèche, normalement, on va faire ça 4 à 8 semaines avant de monter sur le stage, mais moi, 4 semaines, j'en ai en masse. Parce que j'ai un métabolisme qui brûle facilement. Mais je connais des athlètes, 2 mois d'avance, il faut déjà qu'ils commencent des activités de cardio, training pour pouvoir brûler plus de calories parce que les autres ils ont plus de misère. Ben, c'est sûr, comme on disait, un bonhomme de 240 livres, ben, veut pas, le métabolisme n'est plus lent. Puis même les femmes, au niveau des femmes, moi je connais des filles que leur training c'est du cardio à jeun le matin, il faut qu'ils en refassent après dans le training le soir, et je veux pas... Ça doit être des gens faciles à vivre. Dans mon cas, j'ai même pas besoin d'en faire. Bon, j'ai zéro cardio, tu sais, je me dis je brûle facilement. Fait que à chacun on l'adapte. On veut aller perdre le surplus gras, mais aussi aller définir, avoir la meilleure définition musculaire possible pendant cette période-là. Okay? Le but de la sèche, c'est d'éliminer l'excès de gras, mais tout en préservant le maximum de masse musculaire. Parce qu'on sait quand on brûle le gras, malheureusement, on a toujours une perte. C'est pas mieux si tu découpes, mais tu perds tout. C'est ça. Fait que là, le défi est là. Et c'est là que l'alimentation va devenir cruciale. Mais j'ajouterais, spécialement dans ton cas, avec l'expérience, parce que la dernière compétition aurait été ta 6e, je crois. 5e. Se connaître. Oh, ben de compétition en compétition, là. Tu connais ton système. Je veux dire, quand ça fait longtemps que tu t'entraînes, tu sais qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Même si quelqu'un au gym te dirait, essaye, exemple, tel exercice, ça ne fonctionne pas pour moi, cet exercice-là. C'est ça. Puis la première compétition, ben là, tu vois comment ton corps réagit. À la deuxième, on s'adapte, puis de fois en fois aussi. Puis de compétition en compétition, notre corps réagit des fois de façon différente aussi. Ben oui. On ne vit pas toutes les mêmes preps, le stress des fois, notre cortisol. C'est ça. Fait qu'on s'adapte. Mais ça, j'en parle dans notre protocole, notre Peak Week, faire preuve de flexibilité et d'adaptation. Donc, pendant la période de sèche, c'est l'inverse. Notre dépense calorique doit être inférieure à celle ingérée. Donc, ce qu'on veut, c'est tomber en déficit calorique. Parce qu'on veut perdre du gras. Dit comme ça, c'est bien. C'est spécial. Ouais. Fait que les protéines sont mangées en plus grande quantité que les glucides. Là, c'est l'inverse. On va diminuer les glucides, on va augmenter nos protéines. Il va y avoir des exercices de cardio-training qui vont être ajoutés pour augmenter l'apport de dépenses caloriques. Moi, j'aimerais à un moment donné qu'on fasse une étude psychologique, un sondage, le nombre de séparations en période de sèche chez les couples impliquant 1 ou 2 culturistes. Il y avait des couples que si tu fais ça, là, on se laisse là. Ben, j'ai connu un culturiste qui était carrément un dictateur. Je veux dire, c'était des cannes de thon pour tout le monde dans la maison. Non, ben c'est ça. À un moment donné, parce que l'équilibre n'y est plus. Ouais, c'est ça. Dans mon cas, c'est pas le... Tu gardes le sourire, je crois. Oui. On s'entraîne comment pendant une période de sèche? Un petit peu moins, plus en répétition. Excellent. On va travailler plus en endurance plutôt qu'en intensité. On va baisser nos charges, mais on va augmenter en volume. Nos entraînements vont être plus longs. On va racheter des séances de cardio. Et là, tous les exercices qui vont faire perdre du poids vont devenir indispensables pour avoir un bon résultat. La bicyclette. Vélo, course, elliptique, peu importe ce que vous allez faire. L'objectif, c'est la perte de gras, maintenir autant que possible notre gain de masse
et d'aller améliorer le plus possible notre définition musculaire. À ta dernière compétition, tu étais à quel pourcentage de gras selon toi? Ou ça a été testé, ça a été vérifié? Le jour de la compé, on ne prend pas. Non. On y va vraiment haut. Là. Ben, disons une semaine avant. Oui, mais une semaine avant, tu étais à quoi? 4-5%? Je pense que je baissais à 6. 6? Oui, j'étais à 6 une semaine avant. Puis après ça, tu ne veux plus savoir parce que... Je pense pas que personne va te traiter de grosse. Oh, mon Dieu, non. Ma première compétition, mon coach m'avait dit, là, sois pas surprise, tu vas voir. Là, tu vas, pendant la décharge, parce que là, on va commencer à déshydrater, on creuse par en dedans, on n'a plus d'énergie. Il dit, là, tu vas capoter, tu vas dire, gars, moi, je monte pas sur le stage, j'oublie ça, là. Mais il dit, après, il va y avoir la recharge, parce que là, on va vraiment trembler, notre fameux carb up. J'en parlerai un petit peu plus tantôt. Là, notre corps vraiment se remplit, et là, c'est bon pour le moral, on mange un peu plus, on a la bonne humeur qui revient. Et tout ça. Ouais. Donc là, on a fait notre prise de masse, on a fait notre sèche, on a baissé notre taux de gras à peu près 6-7%. Là, on est à 7 jours du concours. Qu'est-ce qui arrive? Oui, ça c'est intéressant. On commence notre peak week. Et là, c'est assez scientifique, il y a beaucoup de calculs en arrière de chaque protocole. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus simple que je suis capable. OK? Mais c'est sûr que c'est un processus qui est quand même stressant, autant physiquement que mentalement. Comme tu disais tantôt, c'est vraiment très exigeant moralement. Exact. C'est le point central pour un compétiteur au niveau de la préparation à un concours. On ne veut rien faire qui va aller nuire à notre look. OK? Là, on va suivre un protocole spécial. J'en ai le mien. Vous ne le lirez pas tout le temps en détail. Ben oui. Mais il faut comprendre que chaque protocole, c'est des directives à suivre à chaque jour. Il n'y en a pas un miracle pour tout le monde. Il est vraiment adapté à chacun. Okay. Donc, d'un athlète à l'autre, notre protocole est différent. Comme on disait tantôt, c'est beaucoup d'essais-erreurs. On essaie, on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc, de compétition en compétition, on s'adapte. Et le but, c'est d'apporter vraiment notre meilleur package pour le jour du show. À quelle compétition sur les 4 ou 5 que tu as fait, que tu as senti, tu dis là, comment je pourrais dire, je me connais. Je sens que je maîtrise la situation comme jamais avant. Est-ce que c'est lors de la deuxième déjà, la troisième, la quatrième? Ben, je dirais qu'à la troisième, là, après avoir vu deux avant, là, on savait, là, après avoir fait 2 fois les protocoles, qu'est-ce qui marchait. Fait que la troisième, j'ai vraiment eu une shape incroyable. Puis là, quand il y avait aux nationaux, ben là, on savait qu'est-ce qui... C'est quoi qu'il fallait faire. Là, ils vantent aujourd'hui. Non, je te taquine. Donc... c'est ça. C'est aussi le moment où là, nos calories dans notre protocole, ils baissent de façon critique. On est dans un lourd déficit calorique. La diète devient encore plus restrictive. Et là, on cherche tous les petits morceaux d'énergie et de discipline qui restent au fond de nous pour poursuivre. Okay? C'est pas facile. Mais pendant ces 7 jours-là, le peak week, comment ça fonctionne? C'est une procédure de décharge et de recharge glucidique. OK? Donc, on commence avec notre fameuse décharge. Donc, là, on a baissé notre taux de gras à 6-7%. On va mettre notre corps en mode cétogène. C'est-à-dire que là, l'athlète va fortement réduire sa consommation. Tu tombes en ce qu'on appelle en cétose. En cétose. Oui, c'est ça. Oui. Non, mais tu as employé un terme différent. Okay. Mais tomber en cétose, parce que là, c'est pratiquement juste des protéines. On va réduire considérablement les glucides, voire même dans certains cas, moi dans mon cas, j'en mange plus du tout. Là. Et là, on va monter. Le but, c'est de se débarrasser de tout les petits grammes de gras qui restent dans notre corps. Okay? Normalement, la décharge glucidique est accompagnée d'une augmentation en protéines. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas perdre notre masse musculaire. On veut préserver autant que possible nos gains. Donc, 4 à 5 premiers jours, on est en décharge comme ça. Moi, ce que je mange, là, c'est du poisson blanc et des asperges du repas numéro 1 ou numéro 5. Là. Fait que c'est poisson blanc, asperges. Je pense que des asperges, t'aimes ça? Ben, en tout cas, si t'aimes pas ça, t'as intérêt à développer ton goût parce que... Quand tu reçois à souper, est-ce que tu sers des asperges? Non. OK. Ben, j'adore ça, fort heureusement. Ben, c'est bon, je veux dire, c'est en manger 3, 4, 5 fois par jour, c'est sûr que... Puis les asperges, comme on a déjà dit, c'est un légume qui est diurétique, donc ça l'aide aussi à flusher. Vient le temps du 24 à 48 heures avant. Qu'est-ce qu'on fait? La recharge. Donc là, c'est le fameux carb up. Donc, pourquoi? Pour présenter la plus belle musculature, la plus dense, la plus remplie possible. Donc, du raisin, des dattes,
Là, on va monter les glucides. Moi, dans mon cas, ça va être des patates douces. Okay. Le riz basmati fonctionne beaucoup pour moi aussi. Donc, on augmente les glucides et là, on diminue les protéines. C'est vraiment les glucides qui vont aller faire notre fameux carb. Avant d'arriver à la fin, on va prendre une petite pause. Parfait. Rappeler aux gens que vous écoutez K-Marina Live. C'est l'émission officielle de Marina de Repentigny qui est la dernière des grandes discothèques en édition studio sans contact, comme que vous avez remarqué. Nous sommes en compagnie de Sonia Quintin, une culturiste. Je vous rappelle, si vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom. Déjà 23 ans d'expérience, ce magasin qui existe déjà depuis plus de 2 décennies. Donc, un très beau magasin, une belle réputation. Et quand on parle de la Rive-Nord, c'est tout simplement le numéro 1. Et pour des conseils et des batteries, je vous recommande d'aller voir François, le propriétaire, au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance, chasse et pêche, là où la passion se vit à chaque saison. J'avais préparé une question au retour de la pause, mais je vais te laisser terminer avec les dernières journées avant la compétition. Fini. Ben oui. On a parlé d'alimentation, mais il ne faut pas oublier aussi nos apports hydriques dans l'eau qui est consommée. Ça aussi, ça a un impact, une importance. Donc, les 4-5 premiers jours, on va augmenter tranquillement l'eau consommée 2 à 3 litres, 3 à 4, 4 à 5, jusqu'au vendredi, veille du concours. Parce que là, moi, dans mon protocole, je bois 1 litre d'eau jusqu'à 10 heures le soir et après, on ne boit plus. Donc, on coupe l'eau. Et le jour du concours, évidemment, ben, on ne boit pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on veut réduire à son strict minimum l'eau stockée sous-cutanée. Et là, on veut mettre le corps en déshydratation intracellulaire. Ah, ça ne doit pas être facile, ça. Oui, là, c'est pas... Tout au long de la semaine, des diurétiques peuvent être pris pour aider à flusher. Il y en a en comprimé, il y en a des naturels. Quand tu dis flusher, tu veux dire... éliminer l'eau. On veut éliminer toute l'eau. L'élimination de tes liquides. Ceux qui ont de la difficulté à déshydrater, il faut suivre. Donc, c'est des exercices de cardio. Il y en a qui vont faire des saunas Hammam. Ça peut être des bonnes solutions pour aller vider les dernières l'eau qui reste dans le fond. Il ne faut pas oublier que pendant cette semaine-là, il faut quand même prôner la santé, là, parce que... Oui, tu en as parlé en pré-entrevue. C'est extrême. Extrême. Donc, tu sais, le cœur, les appareils digestifs, les reins sont particulièrement sensibles dans cette période-là, dû au changement nutritionnel important. C'est pas le temps aussi non plus d'avoir des stress externes. Ah non, ça, on essaye autant que possible d'être le plus zen là-dedans. Oui. Puis, baisser notre niveau de cortisol. On essaye vraiment de garder ça le plus zen possible. Puis, c'est également bon pour le après-compétition. Parce qu'on s'entend que souvent les athlètes ont tendance à se lâcher lousse, puis là on se remet à boire, on se remet à manger. Puis, le soir de la compétition, entre autres. Ça, on s'en permet, mais moi j'ai un protocole, genre de détox pour après-compé, pour apprendre à réintégrer les aliments tranquillement, comme la viande rouge ou les brownies. Oh oui, ça c'est bon. Tranquillement pour... Tu veux-tu me répéter combien tu en as mangé? Parce que à chaque fois après la compétition... J'en ai mangé plusieurs. 5-6? À peu près. OK. Donc là, on est prête. Hein? On a fait notre recharge. C'est le temps du grand jour, la compétition. Ça se passe comment, le jour d'une compétition? Et là, en fait, ça commence la veille. L'athlète, on se présente, on a une fameuse réunion des athlètes, parce que là, les organisateurs nous rencontrent pour nous parler des règlements, du déroulement de la journée. Rencontre chaque athlète pour aller finaliser notre inscription, nous donne notre fameux macaron, vont nous peser, vont nous mesurer, vont vérifier également nos maillots, parce qu'il y a beaucoup de réglementations. 2 présences sur la scène, c'est ça? Oui. Là, le jour de la compétition, ça se passe en 2 temps. Le matin, c'est des comparaisons, qui va à 8h30, 9h. Et il y a le show du soir, parce que là, c'est vraiment le spectacle et la remise des médailles. Et c'est le soir qui dévoile les gagnants. Mais c'est le matin que la décision se fait aux comparaisons. Donc, c'est ça. Ils vont vérifier nos souliers, nos maillots, tout est beau. On a notre première couche de spray tan aussi la veille. Là, le vendredi, c'est le fun parce que là, on commence notre carb-up, notre recharge. On a un surplus d'énergie, on a notre première couche de spray tan. Notre corps commence. On se retrouve toute l'équipe ensemble aussi. Oui. Parce que je pense que c'est une saine compétition entre les gens. Ils ont tellement poussé la machine qu'elle était autant contente, je pense, pour une amie qui gagnerait. On se fait des amis aussi. Je veux dire, on est entouré de personnes qui partagent la même passion que nous, qui ont fait le même travail, qu'on a vu le même moment ensemble. La complicité est vraiment là.
backstage. C'est vraiment une belle journée. Le matin de la compétition, on a notre deuxième couche de spray tan. Maquillage, coiffure, on embarque dans nos petits bikinis, couche de glaze. Et là, il faut être prête pour 8h30. Fait que là, je vous dis, 8h30, 9, tout dépendant de la catégorie où on est. Nous, les bikinis, ça commence quand même assez tôt. Il arrive des matins où je me lève à 4h. Mon rendez-vous est à 4h pour te faire maquiller, c'est de bonne heure. Là. Wow. Fait que là, ça, c'est si tu as dormi. Ouais. On essaye, on te met dans le film. Parce que vers la fin là, de ta diète, là, même le sommeil est affecté, je crois. Oui, ben tu sais, dans l'idéal, quand la compétition, c'est possible, c'est le fun qu'on dorme. L'équipe ensemble, on va dormir à l'hôtel. C'est ça. C'est pas le stress le matin de te prendre toutes tes affaires, ta glacière, ta bouffe, puis d'aller. Au moins, t'es là, t'es sur place. Et aussi, entre les comparatifs du matin puis le show du soir, c'est long. Fait qu'au moins, ça te fait une chambre où tu peux aller te reposer puis aller récupérer. C'est quoi les comparaisons le matin? Comment ça fonctionne? Eh bien là, c'est sûr que là, chaque athlète prend un 15 secondes pour aller faire une présentation, pour aller montrer nos pauses. On a des pauses obligatoires de face, de dos. Okay. Plus les pauses personnalisées choisies par le culturiste. Oui, là, c'est sûr qu'il y a des cours de posing. C'est sûr, c'est pas une pause de face, pause de dos, là. On a une pause de face, on a, tranquillement, on a des belles transitions, on essaie d'être fluide et cohérent et gracieux, surtout les bikinis. Pas trop nerveux non plus. Ah ouais, ça, mais c'est beaucoup de pratique, il y a des cours vraiment qui sont spécifiques à ça. Parce que à shape égale, oui, c'est beau la shape, mais une fois sur le stage, là, ce que l'athlète dégage, son posing, ça fait toute la différence. Comment se mettre en valeur, parce qu'on a chacun une physionomie différente, donc pour aller avoir l'air de la plus petite taille possible. C'est la petite différence peut se faire là. Exactement. Dans le détail. Oui, parce que j'ai déjà vu des shapes incroyables backstage. Mais qui ne savent pas se présenter. Qui ne se sont pas classés, puis il y en a d'autres qui disent OK, une belle shape, mais tu sais, je la mets pas dans le top 3, puis finalement, elle casse tout parce qu'elle a un posing incroyable, puis que tu fais wow, tu sais, qu'est-ce qu'on dégage, c'est vraiment important. Donc, on va défiler comme ça, c'est tant de préparation, c'est des semaines, des mois. Juste pour ça. Pour 15 secondes. Ah oui. Fait que ton 15 secondes, là, pratique-les, puis donne ton meilleur package. Ensuite, on s'en va sur les lignes de côté. Et là, les juges vont appeler le first call-out, qu'ils appellent, c'est le top 5. OK. Donc, les 5 premières. Là, on se croise les doigts, on va tout être appelé dans un first call-out. On espère tout au moins faire un top 5. Donc, les 5 athlètes vont se mettre en ligne. Et là, ils vont nous demander de faire nos pauses. Et là, ils vont vraiment nous comparer. Donc là, ils vont c'est là que ça se joue. Oui, numéro 41, je change avec 52. Merci, je me replace. Okay. Pour que chaque juge ait la chance de voir chaque shape dans des angles différents. Okay? Là, après ça, ils vont dire merci mesdames, vous pouvez quitter la scène. Merci beaucoup, on s'en va ces lignes de côté. Mais rappelle-toi la position que tu avais dans le line-up parce que cet indicateur. C'est ce qui t'a amené dans le top 5. Oui, mais là, normalement, la fille dans le milieu, c'est elle qui a la médaille d'or. Okay. Celle de droite, à sa droite, c'est la médaille d'argent. La médaille de gauche, c'est la bronze. Et 4e, 5e place aux extrémités. C'est pas coulé dans le béton, mais c'est un bon indicateur au show du soir. Le top 3, il va ressembler pas mal à ça. Donc, arrive au show du soir. On ne refait pas toutes les comparaisons. Ça a été fait. Les choix du jury ont été pas mal ciblés le matin. S'ils ont des petites hésitations, ça peut arriver au show du soir. Parce que là, ils vont aller vraiment refaire quelques comparaisons. Oui, c'est ça. Ils vont redemander. Ça peut arriver. À ma deuxième compétition, c'est arrivé. On a été longtemps sur la ligne à nous comparer. Et, ils se sont excusés là, parce qu'ils savaient. Mais tu sais, entre les juges, c'est déjà ça. Pas. Ouais. Puis, c'est ça, remise des médailles. Et ensuite, ben là, c'est la fête. Moi, j'ai quelques questions pour toi, pour agrémenter le tout. On est bousculé par le temps. Tu m'as parlé en pré-entrevue, tu as dit que c'est un sport extrême, carrément, le culturisme. Puis, tu es une extrémiste. Et c'est comme ça un peu pour la plupart des culturistes, en quête d'équilibre. Mais de trop repousser les limites. On dit toujours que la compétition est avec soi-même en premier. Je pense que c'est un bon optique. Je pense un petit peu dans tout, mais spécialement dans le culturisme. Aller au bout de ses forces, comme ça laisse des traces. Est-ce
C'est quoi qui est le plus difficile selon toi? C'est-tu la diète, l'entraînement comme tel, la discipline stricte, tout simplement de tous les instants, surtout, exemple, pas d'alcool, je veux dire, pas se coucher tard, ou peut-être aussi avoir un mauvais sommeil suite à tout ça. Mais c'est quoi qui est le plus difficile dans ton expérience personnelle? Est-ce que ça laisse des traces? Ben, dans mon expérience personnelle, je vous dirais que ce que je trouve personnellement plus dur, c'est le côté extrême au niveau alimentaire. Parce que je mange sur des plans alimentaires à l'année, moi. Ouais. Et ça me dérange pas. Tu es déjà une personne sûrement qui fait attention à elle, mais là, tu tombes dans l'extrême. Oui, mais je pèse mes petits repas à l'année. Ouais. Puis, fait que ça, c'est pas difficile, mais c'est plus de tomber dans l'extrême, de dire là, Okay. là, je peux pas. Toujours demander la permission là, au coach. Ben tu dis, il me semble que là, si j'irais cheater. Là, demander la permission à 40 ans. À chaque fois, là, non. Fait que là, c'est bon, OK. Fait que c'est peut-être le côté un petit peu plus difficile. Mais faire une compétition, je trouve pas ça tough. Mais comme l'année passée, j'en ai fait 4 en un an. Ah non. Tu brûles psychologiquement. Après la 4e, là, j'étais due pour une pause. On parle de traces laissées. Est-ce que tu as une fatigue? C'est sûr que tu es fatigué, mais as-tu une fatigue qui perdure des semaines de temps? Que ce soit psychologiquement ou physiquement, dans ton cas? Ou tu as connu des gens qui, eux autres, étaient fatigués après une compétition pendant 3 mois? Oui, ça, j'en ai connu. Oui, qui ont trop poussé la machine? Oui, j'ai connu des filles qui font des fixations sur le corps du après. Ouais. Parce que là, on est sec. Puis après une semaine, on se remet à manger, on se remet à boire. Fait que boum, tu peux prendre 10 livres. Ben et là, psychologiquement, de voir ton corps qui change autant, ça peut être assez traumatisant, mais tu sais, je me prépare psychologiquement à me dire, gars, ça, c'est une shape de stage. C'est ça. Tu vas reprendre du poids. Ben oui. Et personnellement, je me trouve plus belle avec une shape off-season un petit peu moins sec, avec un taux de gras un peu plus haut. Parce que c'est beau être mince, mais à un moment donné aussi... C'est ça, tu te dis, gars, ça. Mais il y a eu des athlètes, j'en ai connu vraiment qui fixaient pas être capable de se revoir après prendre du poids. Donc... Est-ce que tu donnerais comme conseil à des jeunes personnes qui voudraient, peut-être suite à cet entretien, embarquer là-dedans, puis faire des compétitions? Est-ce que ce serait pour toi un bon conseil de dire, posez-vous la question, pourquoi il faut faire ça pour les bonnes raisons? Exemple, il ne faut pas faire ça pour impressionner le voisin ou un parent. Ah, ben tout à fait. Tu sais, comme je le disais tantôt, la compétition avec soi-même, se surpasser. Toi, tu es d'accord avec ça? Ben, complètement. On le fait pas pour les autres, puis on le fait pas pour gagner une médaille en tant que tel. C'est sûr qu'on veut aller le plus loin possible, on veut tous gagner. Ben oui. Mais tu peux pas... Mais tu gagnes face à toi-même. Oui, mais tu sais pas les compétitrices contre qui tu vas te prendre, puis regarde, moi, j'ai toujours comme vision, j'ai même ma meilleure shape que moi, je suis capable. C'est ça. Je me prépare du mieux que je peux. Puis pourquoi je le fais? Parce que j'aime ça. J'aime m'entraîner. Donc, rendu là, ben, c'est mon défi personnel de me dire, j'ai envie de monter sur scène. Et écoute, ça l'a payé jusqu'à date, tant mieux. Ben oui. Mais moi, t'as gagné combien de fois jusqu'à présent, là? 5 fois. 5 podiums. Bon. En 4 compétitions. Ah ben oui. Mais mon champagne est acheté quand même. Que je me classe ou pas. Tu es le Guy Lafleur du culturisme. Je poque mon champagne et je fête ma préparation. En une phrase, est-ce que c'est plus difficile psychologiquement ou physiquement une compétition? Dans ton cas? Ça dépend des compétitions que j'ai faites. OK, c'est jamais Celle des nationaux, ma 4e. Celle-ci que tu t'apprêtais à faire, est-ce que tu avais l'impression que c'était plus difficile psychologiquement ou physiquement? Non, pas du tout. Ça allait bien? Ça allait super bien. J'avais eu un repos de plusieurs mois, là, fait que j'étais primée à fond. Tandis que mes nationaux, j'étais vraiment plus fatiguée. J'ai commencé ma préparation fatiguée. Fait que, ça... 2 dernières questions. As-tu connu des gens qui, en cours de route, exemple, il reste 2-3 semaines à faire, puis au niveau de la diète, ça ne fonctionne pas. C'est leur première compétition. Ce sont des gens qui se sont toujours entraînés, qui ont, comme on dit dans le jargon, une bonne shape, mais qui ont lâché en cours de route. Oui. T'en as connu plusieurs? Non, pas beaucoup, mais ça l'arrive. OK. C'est déjà arrivé. Puis c'est pas fait pour tout le monde, parce qu'en ce moment, d'ailleurs, avec la COVID en plus là, aussi. Il y en a pour qui c'est difficile, là, le régime. Ben oui. Pour moi, ça ne l'est pas parce que je mange comme ça à l'année, mais il y en a une, entre autres, écoute, elle attend ses cheat meals. Fait que t'es pas la bonne fille à inviter au restaurant, disons. Ben, je vais essayer de setter ça en fonction de mon cheat, là, tu sais, de mon repas de riche. Tu sais que j'aime toujours te poser une question cocasse, mais cette fois-ci réaliste. On va parler du moment présent. Est-ce que le plus beau moment, lorsque la compétition est terminée, c'est le trophée ou les sucreries qui tout à coup sont permises?
Si on y va dans le moment présent, c'est une bonne question. C'est tellement privé que là, j'arrive avec un petit brownie puis je veux te le vendre 20$. Tu vas l'acheter. Je me rappelle, le matin de la compétition, on avait dormi l'équipe chez une fille avant, et je dormais dans le même lit que mon amie Virginie. Et le matin, quand on s'est ouvert les yeux, on s'est dit, hey, c'est aujourd'hui qu'on mange nos beignes. Je ne sais même pas. C'est aujourd'hui qu'on monte sur le stage ou qu'on va peut-être avoir une médaille. C'est aujourd'hui qu'on va manger nos beignes. Je te remercie. Mais moi, ce que je te souhaite, c'est que la COVID puisse nous laisser le plus tôt possible pour que tu puisses continuer ton beau travail. C'est une chronique très intéressante. Et si on a influencé quelqu'un dans le bon sens, ben, tant mieux. Oui. Parfait. Merci Sonia. Merci. Bon retour malgré la pluie. Merci. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Et vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. La solution, c'est Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Je vous donne le numéro de téléphone dans le 450 pour la solution. C'est le 582-6706. Donc, Rive-Nord Extermination, la solution. Je vous parle maintenant d'un garage dont la réputation n'est plus à refaire. C'est au 1133 Notre-Dame. La confiance règne, le travail est bien fait, le respect du client en premier, des explications et de longues années d'expérience vous attendent. Moi, j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Samoto, c'est sur 1133 Notre-Dame. Maintenant, notre deuxième invité, il a couvert nombre d'événements sportifs pour le compte du Journal de Montréal durant 33 ans. Il vient nous parler de cette belle profession que représente la photographie d'hier et d'aujourd'hui. Donc, pour partager 45 ans de beaux souvenirs, voici un homme qui en a vu et qui est bien articulé, Pierre-Yvon Pelletier. Bonjour Pierre. Bonjour Steve, ça va bien? Ben, ça va bien toi. Veux-tu te rapprocher d'un pouce ou deux? On va être sûr que c'est ça. On va commencer. Moi, je veux qu'on parle beaucoup d'anecdotes, de personnages que tu as connus, de belles photos que tu as réalisées. Bien, évidemment, on va faire ton parcours parce que toi, tu as commencé au Journal de Montréal en 1971. Et j'ai l'impression que le mot retraite, pour toi, est difficile. C'est très difficile. Parce que c'est une grande passion pour toi. On peut parler de 1971. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses accéder au Journal de Montréal? Bon, écoute, c'est passé que j'ai connu quand j'ai quitté mon point où est-ce que je suis au monde, de Kamouraska. Oui, c'est ça. Alors, j'arrivais ici. On va parler du choc culturel après. J'avais 19 ans, alors j'ai connu un certain Denis Brodeur qui est devenu mon mentor. Et lui, ce Denis Brodeur-là, c'est le père de Martin. Célèbre gardien. C'est ça, le numéro 1, c'était un gardien extraordinaire. Mais lui-même est un bon gardien parce qu'il a remporté une médaille aux Jeux Olympiques en tant que gardien de but. Oui, oui. Denis, lui, a gagné la médaille de bronze, puis Martin, lui, a gagné la médaille d'or, naturellement. C'est pas à cause que l'autre n'était pas meilleur, mais c'est... Non, des fois, c'est une question d'opportunité aussi. Ça, exactement. Alors, c'est ça. Alors, à un moment donné, j'ai connu ce Denis-là, Brodeur, qui est devenu en réalité un ami personnel. Et il m'a fait entrer au Montréal Matin. Lui, il était photographe au Montréal Matin. Et à partir de là... tu l'as connu en 1968, tu me disais. Dans ces jours-là, oui. C'est ça, oui. Et je voyais, là, ils m'ont ouvert les portes du forum. Ils m'en donné des Jean Béliveau, des Henri Richard. Moi, j'étais... je jouais au hockey à ce moment-là, moi. Un petit gars de Kamouraska qui est... Hein? Qui arrive dans une grande ville qui s'appelle Montréal. Alors, à ce moment-là, c'était pour moi grandiose. Et en voyant des amis là-bas, au forum à gauche et à droite, donc Toto Gingras, que je dois le remercier de m'avoir donné ma première chance. Toto, tout comme Denis qui nous a quittés. C'est ça, Toto et Denis. C'est deux mentors à un moment donné qui m'a facilité la vie, si on veut. Ils t'ont pris sous leurs ailes. Ouais, c'est ça, ouais. Surtout Denis Brodeur. Et Toto, lui, par avec l'aide de Jacques Beauchamp, qui est un homme extraordinaire et qui me... On va parler du personnage tantôt, oui. Ok, d'accord, ok. Mais c'est ça, continue. Bon, c'est ça. Alors, à ce moment-là, bon, j'ai rendez-vous avec Jacques Beauchamp. Alors, bonjour, M. Beauchamp, ça va bien, Toto m'envoie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, Jacques Beauchamp, c'est un personnage. Oui, c'est ça, très bouillant. J'ai dit, écoutez, moi, je suis déjà photographe à Montréal Matin, avant, comme vous étiez avant au Montréal Matin. Et moi, je trouve le Journal de Montréal extraordinaire. Parce qu'à cause des photos offset, parce que c'était différent. Ils ont dit, on va t'essayer pendant 3 mois, puis si on voit que t'es pas pire. Finalement, ça fait 33 ans. Ah, oui, j'ai bien aimé quand tu m'as raconté ça en entrevue. Ça faisait 33 ans, puis je me suis amusé. Le destin. Je me suis amusé. Et à partir de là, j'ai rencontré M. Pellado, le père,
il m'a conseillé, il dit, Pierre-Yvon, si tu veux un jour devenir grand et bon, ose foncer pour gagner. Je l'ai inscrit, ça, parce que moi, j'y crois à ça. C'est quelque chose que j'applique dans ma vie professionnelle, même personnelle. Et toi, tu as connu Pierre Péladeau. Si tu avais à le décrire en 2 ou 3 phrases, tu dirais quoi de ce grand homme-là? Ce gars-là, c'est un gars extraordinaire, c'est un gars simple. Et en beaucoup même plus temps, humain que les gens le croiraient. Très humain. Il fait de l'hélicoptère avec. J'avais une maison à Sainte-Adèle à l'époque, puis lui, il était à Sainte-Adèle aussi, à Sainte-Marguerite, du Lac-Masson. Alors, il fait de l'hélicoptère 2-3 fois avec. C'était un gars généreux. Il disait toujours, vous êtes numéro 1, on ne fera pas la grève ici, vous allez payer comme numéro 1. Ah, ça, c'est bien. C'est différent de Pierre-Carl un peu, mais Pierre-Carl, je le respecte beaucoup. Ouais. Ça, c'est un autre... Il négocie peut-être un petit peu plus serré. C'est un autre dossier, ça. Ben oui. Fait que, écoute, il y a eu le lock-out, mais ça, j'étais pas là au lock-out. Mais les gens n'ont pas trop aimé le lock-out en 2010. Moi, j'ai quitté en 2003. Fait que là, on était très bien traités. 33 ans. 33 ans, on était très bien traités, on s'amusait. Le jour que tu as arrêté de t'amuser, tu t'en vas. Ben, c'est un petit peu le même dans tout, spécialement dans les domaines qu'on peut dire artistiques, parce que faire de la photo, c'est artistique. Côtoyer les grands, ça donne lieu à toutes sortes de situations parfois drôles. Tu m'as raconté une anecdote concernant Maurice Richard, qui s'adresse à toi et qui te fait une comparaison et qui pose la fameuse question. Moi, j'aimerais que tu me racontes cette anecdote-là. Et après ça, que tu me parles un peu de Maurice Richard et de Henri. Oui, absolument, oui. Écoute, lors des mariages, à un moment donné, à Laval, Pierre Pronovo, pour ne pas le nommer, il est décédé aujourd'hui. Alors, il y a Henri Richard qui est là, il y a beaucoup d'anciens joueurs du Canada et joueurs actuels aussi. Il y a beaucoup de bagues à Coupe Stanley sur place. Oui, c'est ça. Alors, à ce moment-là, Maurice Richard est assis à côté de Guy Lafleur, dans une table. Okay. Alors, moi, je prends la photo des deux. Puis Maurice Richard, il sait que Guy Lafleur, c'est mon idole. Et Maurice Richard était très taquin. Taquin, et en même temps, gêné un petit peu, mais taquin. Moi, il me taquinait souvent, moi aussi je le taquinais. Donc, à ce moment-là, il me dit, toi, Pelletier, là, c'est qui ton idole? C'est Guy Lafleur? Ben, c'est moi. Je ne mets plus les culottes baissées. Imagine-toi là, il me pose la question-là, avec les yeux d'Henri, là. De Maurice, je veux dire, là, j'ai pensé à mon affaire. J'ai dit, vous êtes les deux mes idoles, M. Maurice, mais 2 générations différentes. Oh. Il parlait comme un politicien, si on veut. Ben oui. Alors, très diplomate. Ça a bien passé. Et Henri Richard, moi, par la suite, je l'ai connu, Maurice Richard. C'était ma deuxième famille en réalité, parce que les Richard, j'ai joué. Tu as joué au hockey avec Maurice Junior, et ainsi de suite. Dans les Vieilles Sages, on a joué dans la Ligue des Pressions aussi. Mais Maurice Richard, j'ai joué 10 ans avec Junior. C'est une famille extraordinaire. Qui venait arbitrer parfois des matchs bénéfices. Oui, de temps en temps. Et à ce moment-là, bon, on a eu beaucoup de plaisir avec les Richard. On a souvent comparé, tu parles des Richard, Henri, évidemment, qui n'aimait pas se faire appeler le frère de l'autre. Voilà. Quand quelqu'un voulait le taquiner, c'est ce qu'il lui disait. Il mangeait une bine. J'en sais quelque chose. Tu as mangé une bonne bine à un moment donné? J'en ai eu des bonnes bines sur l'épaule quand il disait comment il va le petit frère de l'autre. Mais je veux pas qu'on compare les 2 joueurs de hockey, c'est 2 brillantes carrières avec un nombre vraiment extravagant de bagues de la Coupe Stanley. Mais au niveau des caractères, ça se ressemble beaucoup ou il y a quand même une différence? C'est des passionnés, Maurice Richard, lui, c'est un gars qui voulait gagner, c'est la passion. Puis Henri, lui, il a su les traces de son frère. Il était bien placé, hein, son frère. Là, à un moment donné, il n'y a pas eu une compétition entre les deux, là. C'était 10, 11 ans plus jeune que l'autre. Fait que, il a su les traces de son frère, il a de l'orgueil. Mais Maurice était très protecteur aussi. Oui, aussi, oui. Parce qu'il a de l'orgueil. C'est deux personnes très orgueilleuses. Ils voulaient arriver à un moment donné à devenir les meilleurs. C'est probablement ce qui explique leur parcours victorieux. Oui. Absolument. C'est des machines. Eux autres, ils ne se contentaient pas de demi-mesure. Non. Moi, j'ai vu Henri Richard se faire frapper devant le net, là, se relever, aller la mettre dedans. Le nombre de fois qu'il est tombé sur la glace, la tête première, avec le nombre de commotions non diagnostiquées de Maurice Richard. Écoute, tu regardes des vieux matchs. Là, moi, je ne l'ai pas vu jouer de son vivant, mais j'ai regardé plusieurs vieux matchs. Le nombre de fois qu'il se fait cogner à la tête, que ce soit par la glace ou un bâton, c'est fou. Puis, il faut dire qu'à l'époque, un Québécois devait redoubler d'ardeur pour arriver à ses fins, parce que, je veux dire, il y avait une espèce de racisme qui était là. Oui, c'est sûr. Il y avait
C'est sûr. C'était pas facile. Non, non, c'était pas facile. Même il y en a qui sont fait traiter de froid. Ça arrive encore? Ben, je ne sais pas, mais beaucoup moins. Là, ben, il y avait du racisme à l'époque. Moi, j'ai une question pour toi. Je veux dire, c'est un privilège que tu as eu d'être photographe comme ça du Journal de Montréal, et spécialement pendant les années glorieuses du Canadien. Tu as suivi plusieurs beaux moments. Moi, je veux que tu me parles de 2 ou 3 des événements qui, dans ton cœur, resteront toujours, qui t'ont marqué. J'imagine, sans vouloir te souffler de réponse, que Nadia Comaneci, avec son 10 sur 10 en 76, et la même année, la Coupe Stanley, c'est quelque chose. Absolument, en 76, oui. Écoute, Nadia Comaneci, moi, je l'ai découvert au Forum de Montréal en 76. Toute petite. Un indice tout petit, elle pesait peut-être 110 livres sur la barre. Quel athlète a eu des 10 à tour de bras? Tu vas dire une chose, on était fiers d'avoir, c'est peut-être pas une Canadienne, mais reste une personne athlète comme ça, là, on va dire une chose. C'est rare qu'on voit ça. Ça ne s'est pas reproduit trop souvent depuis, là, à un moment donné, Nadia Comaneci. Et c'est sûr, la même année, en 76, à un moment donné, je vois le fanion des Flyers de Philadelphie. Tu es un fan? Ben, ça a donné, on l'a mis dans le studio. Oui, parce que je veux dire, ben, il faut quand même reconnaître les championnats, parce que je vais peut-être t'allumer en disant ça. En 76, là, tu vas nous parler de la Coupe Stanley 76. Tout le monde qui est partisan du Canadien dit, bon, les Canadiens ont mis fin au règne de terreur des Flyers. Je voudrais juste rappeler aux gens qu'en 74, Bernard Parent a remporté le Conn Smythe. En 75, il a remporté encore le Conn Smythe, c'est-à-dire le joueur le plus utile des séries éliminatoires. C'est le seul gardien qui a fait ça 2 années en ligne. Et en 76, le Canadien a remporté ses 4 matchs par un petit but, sans Bernard Parent et sans Rick McLeish, un marqueur de 50 buts, et le remplaçant de Bernard Parent, Wayne Stephenson, spécialement à Philadelphie, avait été carrément pourri. Mais je veux rien enlever aux Canadiens. Les Canadiens auraient probablement remporté la Coupe, mais pas en 4. Écoute, non, c'est sûr. À un moment donné, je suis bien placé pour le savoir. Je ne me ferai pas des amis, là. Non, j'étais là en Philadelphie en 65 et lors de la conquête de la Coupe Stanley. Donc, tu as vu le défilé sur la glace avec Yvan qui avait la Coupe. Ça, c'est spécial. Tu as pris des photos. J'étais là. Non, il n'a pas pris de photos. Tu ne travaillais pas cette journée-là. Non, parce que j'ai gagné le meilleur prix au Forum, puis la meilleure photo au Forum en 76. Alors, en gagnant, ça m'a donné un petit cachet. Et en même temps, ça me donnait avoir la permission d'embarquer avec les joueurs du Canadien à la finale de la Coupe Stanley. J'aurais aimé ça été Los Angeles, mais ça a été Philadelphie. Et à partir de là, j'étais dans les estrades, moi, OK? Au Spectrum. Au Spectrum. Alors, un endroit qui suscitait la peur. Oui, c'est ça. Les Canadiens menaient 2-0 dans la série. Et à ce moment-là, les 2 autres parties se faisaient au Spectrum à Philadelphie. Alors là, le 3e match, moi, j'ai emmené Michel Boyer avec moi, le golfeur professionnel. J'avais le droit à une personne. Alors, on a eu bien du plaisir, c'est un ami personnel. Qu'on a invité. Que j'ai invité moi-même. Non, mais qu'on a invité peut-être qu'on l'aura bientôt à l'émission. Ah, ça serait le fun, oui. Alors, je suis sûr qu'il va t'en parler à un moment donné de la Coupe Stanley en 1976. Donc, à l'époque, à un moment donné, bon, ça fait un petit bout maintenant. Reste que le 3e match, on est en haut dans le Spectrum. Yvon Lambert ne joue pas. Yvon Lambert ne joue pas, il a mal à l'aine. Fait que là, il est avec nous autres. Moi, j'étais avec Pierre Plouffe. Pierre Plouffe, c'est le numéro 1 fan des Canadiens de Montréal. Et Pierre Plouffe prend un petit coup, à un moment donné, c'est ce même gars, quand en 72, en Russie, la série Canada-Russie, qui n'a pas vu un match, Pierre Plouffe, parce que il y a eu des problèmes avec la police. Puis là, il est allé en prison pendant 1 semaine en Russie. Il n'a pas vu un match. Pour avoir barbé une personne en autorité. Oui, un policier. À ce moment-là, c'était communiste pas mal. C'était réel là-bas. Bon, donc, on est à 3e match au Philadelphie. Mon Pierre Plouffe avec ses bras. Puis, il renverse un verre de bière sur un Américain en avant. C'est l'époque, à un moment donné, one number one. Philadelphie était pompé, là. C'était intense. Parce qu'il venait de gagner 74-75, et avant ça, deux Coupes Stanley. C'est ça. Fait que là, à un moment donné, ça brassait un peu en haut, là, on était là. Puis là, les Américains n'ont pas reconnu Yvon Lambert qui était assis avec nous autres, là. Parce qu'ils ne jouaient pas, il était assis avec nous autres. Fait que là, à un moment donné, ça s'est calmé, la sécurité est venue, puis tout ça, il n'a pas fait exprès, mais
faire de bière, tu sais. Ben oui. Là, à un moment donné, le 4e match, Yvon Lambert, il joue. Il y a un but, une passe. On gagne 5-2, je pense. Sans pendant. Le dernier match, j'ai fini 5-3, parce que je pense qu'il y a un filet désert. Ouais, c'est ça, ouais. Là, on gagne la Coupe Stanley. Malheureusement, je n'ai pas mon caméra avec moi. C'est rare que je n'ai pas mon caméra avec moi. Alors, vu que j'étais en tourisme, là, je voulais m'amuser, je voulais être la gang qui s'amuse. Fait que là, à un moment donné, on gagne la Coupe Stanley. Bon, tout ça, c'est pas comme à Montréal, naturellement. Là, on va dans la chambre, puis, on va dire, ça brossait un petit peu. Là. Bon, une chambre, il n'y avait pas ma caméra. Champagne, ça volait partout. Là, à un moment donné, Yvon Lambert et Guy Lapointe nous pognent tous les deux par le collet. Boyer, Michel et moi, dans la douche, tout habillé. Je pense que je dégoûte encore dans la douche. Ben, ma prochaine question, c'était est-ce que tu as subi Guy Lapointe dans ses fourberies et ses trucs, les mauvais tours qu'il jouait aux gens? Ça, c'en est un. Oui, il attachait ses patins, les patins des autres. Est-ce que tu dirais que ça, c'était dans les plus bons vivants que tu as connus? Oui. Lapointe et Lambert? Lambert, c'est sûr, Lapointe. La gang, sa vraie gang, là. C'était des vrais. Là, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas des vrais aujourd'hui. Non. Mais les temps ont changé. Dans leur cas, c'était sans équivoque que ces gens-là se donnaient à 100% pour la cause. Aujourd'hui, c'est très différent. C'est pas la même chose. C'était très, très, très... Dans tous ceux que tu as côtoyés, lesquels projetaient une image tout à fait différente de ce qu'ils étaient dans la vraie vie? Y en a-tu, tu disais, non, lui, c'est vraiment pas ce qu'il projette? Non, ouais, il y en a que... Tu sais, des fois, tu vas voir un bagarreur extrême qui est d'une douceur complète à l'extérieur. Chris Nanden, oui, très gentil. Oui, très gentil. Mais sur la glace, c'est une brute. Le même gars. Il y en a qui, comme Yvon Lambert, était gentil à l'extérieur, gentil aussi sur la glace, c'était pas méchant, lui, là. Mais tu n'aurais pas voulu l'affronter dans un combat. Non, John Ferguson aussi, j'ai joué John Ferguson. Lui, il avait des grosses mains. Sa tactique, lui, là, il droppait très vite. Ben oui. J'ai vu Normand Baron aussi. Le gars, Normand Baron, il jouait au hockey pour moi. J'ai eu une équipe de hockey qui s'appelait la Tournée Super Étoile. Donc, Yvon Lambert jouait. Et puis, Normand Baron était toujours là. Puis, mais Normand, c'est un gars qui a travaillé fort pour en arriver là. Il a joué pour le Sherbrooke. Ben, un ex-culturiste qui avait prédit, parce que lui, il a fait le camp d'entraînement, je pense qu'il n'avait pas joué plus que Junior B. Oui, c'est ça. Puis il a fait le camp d'entraînement. Claude Ruel lui a demandé de descendre parce qu'il était très musclé et il faisait 600 livres sur le bench press. Il a demandé de descendre de 2,35 à 205. Il a fait le club et a prédit qu'il obtiendrait une passe sur le 50e but de Guy Lafleur et ça avait fait jaser beaucoup. Absolument, oui. Protéger Guy Lafleur aussi, puis tout ça, ouais. Le moins jasant que tu as rencontré dans toutes ces années, tu disais, lui, il n'y a rien à faire, il ne parle pas. Y en avait-tu? Robinson ne parlait pas beaucoup. Ah ouais? Il parlait pas beaucoup. Pourtant, il était souriant. Oui, souriant, mais il ne parlait pas beaucoup. C'est des gars, à un moment donné, qui faisaient leur petit job, là, et tout ça. Oui. Mais Maurice Richard aussi, il ne parlait pas beaucoup. Mais je ne l'ai pas couvert beaucoup, Maurice Richard. Henri Richard. Tu es arrivé en 71, il a quitté en septembre 60. Il a annoncé sa retraite en septembre 60 parce que Maurice se trouvait trop gras. Oui. Lui, c'est un gars qui mangeait, il buvait presque pas, mais il affirmait de son propre aveu qu'il avait perdu la fraction de seconde. Exactement. Il avait peur des blessures. Il s'est retiré avec 5 Coupes Stanley d'affilée. Exactement. C'est bien. Moi, j'aurais une question pour toi. Non seulement tu es appelé à couvrir l'histoire, c'est un privilège, mais c'est un emploi prestigieux. Bon, disons, oui, c'est fantastique. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Tu vois, on couvrait la boxe, par exemple. Moi, je couvrais tous les sports, si on veut. Le football, les Alouettes à l'époque, Etcheverry, les gars-là. Sam Etcheverry. Johnny Rogers, et ainsi de suite. Johnny Rogers, justement, j'étais à Dorval quand il est arrivé. Johnny Rogers, c'est une lettrone, une personne de couleur. Ouais. Johnny Rogers, c'était tout un numéro, cela. As-tu connu Ty Rogers? On a eu son fils du même prénom qui a joué pour les Alouettes il y a 2 ans à l'émission. Ty Rogers, lui, a joué pour Winnipeg, je crois. Ouais. Parce que Johnny Rogers, c'était tout un capteur de passe, là. Dans le temps de Terry Evenchen, puis ça. Oui, c'est ça. Don, lui qui battait... Sonny Wade, Don Sweet. Don Sweet, ces gars-là. Dan Cavallio. Est-ce que tu couvres encore des matchs des anciens, l'occasion? Non. Tu as vraiment serré ta caméra? Oui, pas ça, oui, parce que depuis que Guy Lafleur est plus là,
Alors, à ce moment-là... moins de motivation, peut-être? Bon, écoute, c'est pas le parce groupe que n'est plus le même. C'est pas comme Dupont qui va attirer trop, mais c'est un bon gars, des bons gars. Stéphane Léché, des bons masseaux. Mais Guy Lafleur, quand il était là, c'est lui qui attirait beaucoup la foule, parce que Guy Lafleur... Quel charisme! Quel charisme. Et on lui souhaite bonne chance dans ce qu'il vit. Oui. Alors écoute, regarde, là, j'ai pas fait le livre avec Guy Lafleur pour rien, j'ai choisi le meilleur. Oui. Parce que j'ai fait un livre, justement... C'est tout un ambassadeur. Oui, un ambassadeur. Si tu me permets, Pierre, je vais faire une pause et on revient avec d'autres questions de sport. Oui. Vous aimez les vieux systèmes de son, vous ne savez pas où aller, et pour être reçu avec beaucoup de courtoisie, de professionnalisme, et également faire un retour dans le temps, vous allez penser que vous êtes en 1995 ou en 1989. Je vous recommande le Centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. Beaucoup d'équipements de qualité sur place, que ce soit pour du résidentiel, commercial, un restaurant, une boutique, peu importe. Vraiment, ce que vous allez trouver sur place, tout est propre, vraiment surprenant. Et c'est pas dur à trouver, c'est situé dans le complexe de la Marina de Repentigny, au 358 Notre-Dame. Les réparations sont faites sur place. Je vous donne le numéro de téléphone du Centre de liquidation audio usagé dans le 450, c'est le 654-6849. J'en ai une bonne question pour toi. Vas-y. Pour différentes raisons quand même évidentes, le photographe est sûrement moins redouté que le journaliste pour certains athlètes. Et dans cette optique, de quel athlète as-tu été le plus près? Peut-être qu'il se confiait à toi, ou tu ressentais qu'il y avait plus de facilité avec toi, étant donné qu'avec les journalistes, parfois, ça peut être difficile. Parles-tu de hockey ou bien en général? Ça peut être en général, mais tu sais, parfois des gens qui vivent aussi des difficultés, que ce soit sur la glace, que ce soit dans le ring, mais qui vont plus aller vers le photographe, oui, qui va peut-être moins les poignarder dans le dos avec un écrit tout à coup qui sort de nulle part. D'accord. Écoute, dans la boxe, il y a eu Fernand Marcotte Junior, à un moment donné, qu'on était tellement proches. Là, à un moment donné, il est devenu champion canadien. C'est un athlète extraordinaire. Il se confiait beaucoup à moi, puis tout ça. Même à Toto Gingras aussi. Toto l'appelait le champion. Moi aussi, je l'appelais le champion, mais c'était tout un boxeur. On parle à un moment donné, là, côté hockey, Yvon Lambert, c'était un gars extraordinaire sur la glace et à l'extérieur aussi, comme Guy Lafleur. Ouais. Ce qu'on fait quand il est arrivé en 71 avec les Canadiens de Montréal, je l'avais vu jouer, moi, avec les remparts et tout ça. 130 buts l'année. Quel joueur! À un moment donné, bon, il est arrivé en 71 avec les Canadiens de Montréal pour remplacer Jean Béliveau. C'était pas facile de mettre les souliers de Jean Béliveau. On s'est appelé 4 ans. Ah oui, 3 ans. Quand il a retiré son casque. C'est ça, justement, tu m'enlèves la parole. Parce que je pense qu'il a fait 2 ou 3 saisons de... Je pense que c'était 27 buts. Il aimait ça, faire 27 buts. Exactement. Puis là, il a retiré son casque, puis là, il a fait 6 fois 50. Ah ouais, là, on va dire, tu vois, là, il était parti sur... Mais la marche est haute, je veux dire. C'est comme de nos jours, le prochain gardien de but du Canadien, ceux qui ont suivi Patrick Roy, ici, c'était un vrai cimetière de gardien de but, un peu comme à Philadelphie. Mais oui, la même chose, parce que les chaussures sont tellement grandes. Pauvre petit gars, Jocelyn Thibault, quand on l'a échangé contre Patrick Roy, c'était voué à l'échec à Montréal, voyons donc. Ben écoute, oui, c'est ça. À 18 ans, c'est ça, ouais, mais là, il a déménagé à Colorado, mais reste que ça a été vite, ça. Ils ont paniqué à Montréal avec le Jean Houle et tout ça. Mais reste qu'il a connu quand même Jocelyn, pas pire carrière, mais c'est pas Patrick Roy. C'est sûr, Patrick Roy, on aurait pu avoir le gros lot pour ce gars-là. C'est que tu places un jeune athlète dans une position très inconfortable, dans un temple du hockey, remplacer Patrick Roy qui vient de partir. Si Patrick Roy aurait annoncé sa retraite, aurait eu connu toute sa carrière avec le Canadien, se retire, bon, on prépare l'avenir. Mais là, écoute, en plein milieu de la saison, vite, dépêche-toi, puis tu sais... Mais là, Tremblay, c'est sûr, à un moment donné, il y a de l'orgueil dans ça, il n'a pas été fort dans ça, il aurait dû le retirer. Il y a eu des guerres à l'interne, qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est ça, à un moment donné, une guerre... C'est ça le sport professionnel. Des têtes, des grosses têtes. Des têtes chaudes qu'on appelle. Si on reste dans le sport, évidemment, je vais aller avec une question un peu plus philosophique. Est-ce que tu crois au retour des Expos ou des Nordiques? Parce que ce n'est plus une question qui est sur toutes les lèvres. Et as-tu couvert les Expos également? Ben oui, écoute. J'étais là 7 jours semaine, moi, les Expos de Montréal. Écoute, j'ai eu du plaisir. Parce que moi, j'associais ton nom beaucoup avec les Canadiens. Mon idole, c'était Gary Carter. Il me disait bonjour, comment ça va, tabarnak? Il me disait ça souvent. À un moment donné, on était vraiment
Tu sais, là, comme Moïse Allou, Philippe Allou. Donc, puis Chris Nyland, lui, il dit Simonac. Simonac. Il dit encore à la radio, à TSN. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, les expos, c'est sûr, à un moment donné, ça nous a fait de la peine quand, en 2004, il a quitté. Moi, j'ai quitté en 2003, le Journal de Montréal. Étais-tu là au dernier match? Non, j'étais pas là, J'y mais... étais, c'était funéraire. Ah oui? Ah ouais. En 2004, je n'étais plus là, au journal. À ce moment-là, je venais de finir une ronde de golf au Salle de Longueuil. Okay. Puis, vers 5 heures, le soleil se couchait. C'était la journée, à un moment donné, que les expos s'en allaient aussi. En fait, c'était leur dernière partie, là. Alors là, c'était le... C'était d'une tristesse. Le deuil, si on veut, là, avec le soleil qui se couche. Mais est-ce que tu crois à leur retour? Plus, ou de moins en moins? Plus au nordique, oui. au nordique, parce qu'en 2020, là, à cause de la pandémie, il va y avoir des équipes aux États-Unis qui vont l'arracher. Alors, commanditaire, télévision, tout ça. Oui. Ça se peut, à un moment donné, d'ici 3-4 ans, là, qu'il va y avoir peut-être une équipe, l'équipe qui revienne. L'aréna est là, qui attend, mais il reste que, avec le président qu'on a, c'est pas toujours évident de Gary Bettman, c'est pas le gars qui... Ben, il semble avoir peut-être d'autres options en tête que le Québec. Pour Québec. Pourtant, le maire de Québec, Labaume, a rempli son contrat. Il travaille avec un amphithéâtre ultra moderne. Oui. J'ai une question pour toi. Maintenant, on va parler de philosophie par rapport à la photographie. Oui. Évidemment, c'est un moment spécial qui est capté sur le vif. C'est une question parfois de chance, mais qu'est-ce qui fait une belle photo, une bonne photo, selon toi? Si tu avais à philosopher là-dessus, tu dirais quoi? Écoute, il faut connaître les sports un peu aussi, à un moment donné. Moi, j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Ouais, tu louais des caméras? On louait des caméras à Saint-Pascal. C'est la place où je suis natif. Et à ce moment-là, on allait chez Martineau, on louait un borné, là, si on veut. Là. Quand tu as 10 ans, dans le show, ça t'impressionne, la photo et tout ça. Les paysages qui sont là-bas, le fleuve. Et on continue toujours d'apprendre. Puis là, à un moment donné, là, on continue toujours d'apprendre. Puis, alors, à ce moment-là, ça me fatigue, tout, la photo. Oui. Tu sais, ça me photo. Là, à un moment donné, quand je suis rentré à Montréal, mon cousin, il avait un studio de photo, maçon de Première Avenue, Félix Photo. Alors, à ce moment-là, j'ai travaillé 2 ans pour lui, et c'est là, à un moment donné, de plus en plus que ça m'a donné le goût et continuer. La piqûre, la passion. Ouais, c'est ça. La photographie dans les années 70-71... L'approche n'est pas la même aujourd'hui. Écoute, tu vois, à un moment donné, faire une bonne photo, il s'agit d'avoir de l'instinct. Avoir l'œil. L'œil aussi. Puis de la chance. Les petits détails, à un moment donné, c'est important. Tu sais, on dit toujours la perfection, c'est un détail, les petits détails qui font perfection. Parce que devenir photographe, du jour au lendemain, c'est pas toujours évident. Faut être la passion, faut être le désir, oser, foncer pour gagner, comme je disais tout à l'heure, M. Pelado. Et aussi jouer pour gagner. Ben, c'est qu'un bon joueur fait sa chance. Oui, c'est ça. Comme au hockey. Tu n'arriveras à rien si tu as une attitude au misère, au malheur, dans quoi que ce soit dans la vie. C'est l'instinct. Moi, j'ai osé, j'ai foncé, puis j'ai gagné plus souvent qu'à mon tour. J'étais content des affaires, à un moment donné, là. Oser, là, c'est ton grand conseil que tu donnes aux aspirants photographes. Oui, mais ça a changé. Aujourd'hui, c'est l'Internet et tout ça. Mais dans le temps, là, on faisait un game de boxe au forum. L'heure de tomber, nous autres, minuit et 15 minutes, il fallait sortir le journal. Bien souvent, la finale commençait à 11h14, 11h15. Là, à un moment donné, il fallait prendre une ronde seulement. Exemple, Davilton contre... Bon, une ronde seulement. Nous, il fallait prendre la voiture, puis retourner au journal. On roulait tellement sur les trottoirs. Aujourd'hui, là, clique sur l'Internet, clique, 20 secondes est rendu au journal. Finalement, c'est mieux. C'est mieux, mais on a travaillé, nous autres, à un moment donné, le stress était là. Puis rouler, à un moment donné, pour pas arriver. T'as un deadline. Un deadline, on pouvait pas faire des... On roulait sur les trottoirs, quasiment, on roulait des feux rouges pour être là. Tu sais, quand t'as passion, là, quand t'as le GM, le Journal de Montréal, dans ton cœur, c'est comme le CH du Canadien. Ben moi, j'allais te demander, c'est quoi l'aspect le plus difficile? Spécialement avec les années, tu viens de le dire, c'était le stress d'arriver à ton deadline. C'était ça le plus difficile. On fonçait. Difficile même physiquement à un moment donné. On donnait beaucoup, mais reste qu'on s'amusait en même temps. Parce que quand la gang, puis ainsi de suite. Oui, c'est ça. Quand on couvrait la boxe, on couvrait le football, le hockey,
pour nous, c'était un happening, c'était une joie de couvrir ça. On avait ça dans le sang. Fait qu'un bon photographe, c'est quelqu'un qui est toujours sur le qui-vive. Faut que tu sois là, faut que tu sois là, faut que tu sois là, faut que tu sois là. Exemple, je vais compter à un moment donné, bon, faut que tu fonces. Tu sais, faut pas que tu... Oui, que la compétition est plus forte aujourd'hui. C'est ça, faut pas que tu sois un yes man. Yes man, c'est, oui, ok, c'est correct, on a dit de pas aller là, on y va pas. On a dit, ah non, okay, on force pas la note, on veut. Quand tu forces la note, là, tu arrives toujours à quelque chose, construire quelque chose. Dans la vie, c'est exactement la même chose. Le joueur de hockey qui ne va pas dans le coin, là, il n'ira jamais chercher la puck. Le joueur de centre n'aura jamais, ou les gars n'aura jamais devant le net. Ben non, c'est ça. C'est important. Pierre-Yvon, on est un peu bousculé par le temps. Moi, je vais terminer avec quelques questions rafales avec toi. Oui. Tu me réponds par un mot ou une phrase. Oui. L'athlète le plus impressionnant que tu as rencontré dans ta vie? Guy Lafleur. Pour son charisme, sa générosité. Oui, son charisme, et aussi son talent. Okay. Si tu me définis la personnalité de Jacques Beauchamp en une phrase, tu me dis quoi? Généreux. Et passionné, et aussi... Exigeant. Exigeant. La tape dans le dos quand tu l'as dans le net. Puis la tape d'en face quand tu l'as pas. Un petit coup de pied dans le derrière quand à un moment donné que tu n'as pas fait quelque chose qui n'est pas correct. La photo la plus importante de ta carrière? La photo la plus importante de ma carrière. Tu es capable d'en donner une? Oui, écoute, c'était la photo que j'ai gagné le premier prix au Forum de Montréal. C'était une photo de? Pete Maravich qui rentre dans le poteau. C'est là que j'avais gagné. Il y en a beaucoup, à un moment donné, je donne celle-ci. Ben oui, mais il y en a tellement. En effet, des clichés. L'événement qui restera toujours numéro 1 dans ton cœur que tu as couvert, les Jeux olympiques en de 76, oui. Notamment avec Nadia Comaneci. C'est ça. L'athlète le plus impressionnant physiquement que tu aies vu, le plus grand et gros, là. Il y a de l'air mine à part de ça. Brunu Surin, c'en est un, ouais, c'est quelqu'un qui avait battu. Très musclé. Oui, Johnson, quelqu'un qui avait battu. D'ailleurs, j'ai des photos de ça. Si je fais ma biographie un jour, oui. C'est des photos à un moment donné qui vont être dans mes premières pages. Ça, tu sais. Et le caractère le plus explosif que tu as côtoyé chez les athlètes, peu importe le sport, tu dis, lui, on ne veut pas se retrouver dans un coin avec ce John Ferguson, ouais. Ça, ouais. John Ferguson. C'est aussi un des plus forts? Oui, c'est un des plus forts, mais c'est un gars qui était... Tu sais, il savait qu'est-ce qu'il voulait, puis il savait quoi faire sur la glace. Ouais. Ouais. Avant qu'on termine avec tes deux photos et ton livre, moi, je vais te poser une question. Oui. C'est un petit peu de la curiosité, parce que veux pas, tu es un expert de hockey. C'est quoi le problème avec les Canadiens? Parce que c'est toujours la même rengaine depuis 20 ans. On n'a pas de centre numéro 1, puis on est trop petit. C'est quoi le problème présentement, malgré les changements qu'ont apporté la direction? Oui, Marc Bergevin, cette année, en 2020, il avait la chance d'aller chercher quelques Québécois. Il va dire une chose, c'est un affront, je pense que... Ça fait 7 ans que dans les 4 premières rondes, il y a... C'est incroyable, à un moment donné, qu'il ne va pas chercher un Québécois, parce que... Les Canadiens de Montréal, à un moment donné, les commandites, c'est des Québécois. Rendu en 4e, 5e ronde, tant qu'à prendre une chance sur un gars du Wisconsin, prends donc un gars d'ici, qui sera peut-être propulsé justement un peu plus parce qu'il veut jouer pour le CH. Tu nous as apporté deux photos. J'aimerais que tu nous montres ça rapidement. Ça, deux photos vite. Ah, ça, c'est une belle photo, ça. Avec ton idole, Yvon Lambert. Oui, qui viendra sûrement à l'émission bientôt. Et le castor, le petit castor, Marcel Dion, 700 buts en carrière. C'en est un gentleman, ceci. Oui. Ça, c'est lors de mon équipe de hockey, la tournée Super Étoile. Ah oui, c'est beau, ça. Pendant 20 ans pour ramasser des fonds. Et Yvon Lambert, à part quelques cheveux gris, ne semble pas vieillir. Il y a eu un petit accident, ouais, c'est ça. Un petit incident, là. Mais c'est un gars de fun, tu sais. Puis l'autre photo, ça c'est pour annoncer ton livre. On n'a pas parlé beaucoup de mon livre, on aurait pu en parler. Ah non, tu vas revenir. Tu vas revenir. D'accord, ok. Ça, c'est l'histoire de Guy Lafleur en image. En image. Ben, justement, tu en as un exemplaire ici. Oui, j'en ai un exemplaire ici. Je vais te l'offrir, celui-ci. Ah, ben, c'est gentil. C'est la première fois. J'ai l'habitude, même avant que tu arrives, j'ai dit, est-ce que je lui donne un livre aujourd'hui? Puis là, tu sais, j'étais en préparation, je dis, bon, ça sera pour une autre fois, mais là, c'est toi qui me donnes un livre. C'est la première fois que c'est moi qui le reçois. Ça me fait plaisir. Ben, t'es gentil, Pierre-Yvon. Steve, parce que ça, c'est l'histoire de Guy Lafleur, de Tursault, aller à Tursault avec la gang là-bas qui ont fait un trophée là-bas. Ah oui, c'est bien. Ben, je te remercie de ta présence. Très gentil.
On va se reprendre. Oui. Je vais terminer, reste avec moi. Oui. On va terminer avec 2-3 petites annonces. C'était vraiment fort intéressant, mais je pense qu'on devrait se rencontrer à nouveau. Parce que t'as encore plein de choses à dire. Maintenant, on est bousculé par le temps. On ne peut pas faire une journée. Ben oui. Box aussi, quand Denis, quand il est décédé, j'étais là. Oh, wow. Il y a beaucoup de choses. OK. On se reprend, Pierre-Yvon, ça c'est certain. Je te souhaite, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter? Longue vie, tiens. Merci. Parce que toi aussi, tu ne sembles pas vieillir. Oui, mais enfin, tu fais vraiment pas ton âge. Oui. Je dirais pas ton âge, moi je le sais. Et, je te fais ce compliment-là. Merci, écoute, Pierre. Je vais te le signer en live, là. Ah ben ça oui. me fait plaisir. Ah ben t'es gentil. Merci, maintenant, je vais vous parler d'un de nos principaux partenaires ici à l'émission, soit le Centre d'imagerie Pixel, l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est en face de la marina de Repentigny au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel. Donc, Pixel, l'incontournable, dans le 450, c'est le 654-99-44. Maintenant, je vous parle d'un de nos derniers partenaires à se joindre à l'équipe, soit la zone vêtements de sport et classique, qui est située au 148 Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup de marques de choix sur place au meilleur prix. Je vais vous en nommer quelques-unes, dont Gasp, Better Body, Riderwear, Gorilla Wear, La Bella Mafia, et les bottes d'entraînement Autobix pour hommes et femmes. Un produit très recherché, qui sont disponibles sur place. Le numéro de téléphone, c'est le 450-654-1113. La zone vêtements de sport et classique, située au 148 Notre-Dame. Maintenant, vous le savez, on est en presque confinement. Il faudra travailler en équipe, même si les mesures sont questionnées. C'est pas facile, mais il faut mettre les chances de son côté. Et n'oubliez pas, spécialement dans le confinement qu'on vient de vivre, et là, je vous le répète à chaque semaine, c'est tellement important, les 3 mots. Comment ça va? Appelez un ami. Vous allez semer un brin d'optimisme et de joie dans le cœur des gens et vous allez prouver que vous êtes un véritable ami. Donc, merci Pierre. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. Bravo pour ton émission.